J'y vais, donc là je lance, hein. J'ai Ok, lancé. c'est parti. J'y vais? Allez-y, monsieur. Hop, juste... Bonjour Brut, j'ai une question à poser à Monsieur le Président. Je voulais vous demander si les journées de cours de 8 heures à 13 heures sont encore envisageables. Merci beaucoup. Alors en effet, c'est une question sur ce qu'on appelle les rythmes scolaires. Moi, je suis assez sensible à ça. J'entends beaucoup, quand je vais dans les collèges, les lycées, le discours, enfin le ressenti sur les journées qui sont trop longues, trop chargées. Le fait que les journées commencent souvent très tôt pour des ados. Et ça, c'est assez établi par les experts. Le fait que les journées sont extrêmement chargées et que ça crée beaucoup de stress, des conditions qui ne sont pas optimales pour apprendre. Et donc c'est pour ça que j'avais demandé à une commission de lancer une consultation citoyenne qui a rendu ses travaux là, il y a peu de temps. Et maintenant, c'est le gouvernement qui va avoir à agir. Mais mon expérience, c'est qu'il faudrait aller vers des journées plus courtes pour nos collégiens, sans doute commencer un peu plus tard le matin, et pour nos collégiens et nos lycéens, sans doute commencer un peu plus tard le matin, avoir des journées qui finissent plus tôt pour pouvoir à la fois faire du sport, faire des activités culturelles. C'est pas à moi de le définir, mais on voit bien ce que plusieurs pays voisins ont. Et donc, c'est des journées qui sont moins chargées parce qu'on apprend mieux. Et la contrepartie, c'est sans doute d'avoir des vacances plus courtes, parce que le paradoxe qu'on a, c'est que les journées sont très chargées, donc il y a des effets de fatigue, de stress. Surtout quand on n'habite pas à côté de son lycée ou de son collège, on part très tôt le matin, on revient tard le soir, donc ça crée vraiment des conditions de fatigue. Et à l'inverse, on a des très longues vacances et on a plus de vacances souvent que les autres. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait? On désapprend un peu. Et ça crée de l'injustice, parce que quand on est dans une famille où on vous force à faire les devoirs de classe, on vous fait lire, on vous accompagne, on vous emmène dans des lieux culturels, vous vous entretenez. C'est comme un muscle, hein. Et puis si vous êtes pendant 2 mois et demi, parfois 3 mois, en vacances, vous n'ouvrez pas un livre, que vous ne faites pas un effort, que vous ne faites pas un cours de soutien, que vous ne vous remettez pas au niveau, très souvent quand vous reprenez début septembre, vous n'avez pas le niveau du mois de juin. Vous avez le niveau de début mai. Donc c'est un vrai sujet. Donc voilà, donc je pense que si on est dans le concret, moi je serais plutôt favorable à adapter nos rythmes. Ouais. Donc vous seriez plutôt favorable, on commence plus tard, on finit plus tôt? Je serais favorable à avoir des journées plus courtes, plus allégées. Ouais. Journées plus allégées, mais du coup vacances scolaires plus réduites. Ouais. C'est-à-dire quoi, on reprendrait quoi le 15 août? Enfin pas moi, mais les élèves. C'est pas à moi de le dire, mais en effet, on pourrait reprendre un peu plus tôt au mois d'août, on pourrait partir un peu plus tard en vacances. Je pense qu'un gros mois de vacances, ce serait envisageable. Et quand on regarde, même par rapport à mon temps, alors ça fait vachement vieux combattant de dire ça, mais on a plus de vacances aujourd'hui dans l'année, à la Toussaint et entre l'hiver et Pâques, on a plus de vacances, c'était le cas il y a 20 ans. Donc voilà, après... Encore une fois, c'est quelque chose qui suppose d'être débattu, d'être accepté par les élèves, les profs, la communauté pédagogique, tous ceux qui enseignent, qui s'occupent des élèves, les familles. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu qu'il y ait cette consultation. Maintenant, c'est au gouvernement de le faire, mais ce qui est clair, c'est que le ressenti des ados, le ressenti de beaucoup de familles, et ce que la science nous dit plutôt, c'est qu'il faudrait en effet avoir des journées plus courtes et des vacances un peu plus courtes. Alors je vous laisse lire justement un commentaire qui est en réaction justement à la séquence qu'on a vue sur Brut à Vesoul, où vous étiez justement dans un lycée il y a 2 jours maintenant. Il est où le commentaire? C'est juste après, je vous laisse swiper. Là. Alors Mathilde qui me dit, ça fait presque 10 ans qu'il est président, il s'en rend compte que maintenant. Bon Mathilde, oui. Non, je ne me rends pas compte maintenant seulement, si c'est pour les rythmes scolaires, puisque en fait j'ai lancé ces travaux, etc. Et à plusieurs reprises, j'ai essayé de poser le sujet. Mais après, en fait, on ne décide pas tout seul. Déjà, parfois, on m'a reproché de trop en faire et vouloir. Mais je pense qu'il faut concerter, il faut un moment que ce soit accepté, voulu par tout le monde. Et j'essaie un peu de bâtir ce consensus. Voilà. Et donc, je pense que c'est assez clair, en effet, pour les ados, qu'aujourd'hui, le système n'est pas adapté. Simplement, je suis obligé de faire le constat que ça ne fait pas l'objet d'un grand consensus par tout le monde. Voilà. Donc, je ne découvre pas, mais je ne renonce pas à continuer d'avancer. On va passer sur un tout autre sujet maintenant, qui est aussi en lien avec l'actualité, mais on a eu pas mal de commentaires avec la sécurité en établissement scolaire que je vous laisse découvrir, monsieur le Président. Je pose le téléphone, j'en ai ras-le-bol. Il faudrait penser, alors c'est Jaffet qui m'écrit, il faudrait penser à la sécurité des enseignants en France. Les profs sont en danger. Et Z, qui écrit renforcer la sécurité à l'école, monsieur SVP. Alors, ça, c'est pas quelque chose aussi qu'on a entendu, on a mis en place. D'ailleurs, avec les communes, les départements pour les collèges et les conseils régionaux pour les lycées, des tas de dispositifs avec des mesures de sécurité renforcées. On a fait aussi, si vous vous en souvenez,
des opérations coup de poing pour vérifier par exemple les couteaux qui étaient présents dans les sacs. Je pense encore à cette dame qui avait été justement attaquée au moment de ces vérifications. Et donc on est extrêmement sensible à ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une violence aujourd'hui qui s'est installée dans la société et qui touche en particulier les jeunes et les plus jeunes. Et qui augmente pour vous ? Qui a augmenté ces dernières années, c'est clair, parce qu'elle s'est un peu banalisée. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, tout ce qu'on vit aussi, cet espace numérique dans lequel on est projeté très jeune, où on peut passer des heures, qui parfois nous met dans des situations de violence, il y contribue un peu. Pourquoi ? Parce qu'il déréalise la violence. Quand on s'habitue à vivre pendant des heures par jour, à regarder des vidéos où il y a des scènes très violentes, quand on passe des heures par jour à être dans des situations, même si elles sont des situations de jeu, où on détruit tout ce qui est autour de soi, on s'habitue à un rapport à la violence qui est plus du tout le même que celui qu'on avait. Et donc je pense que ça, il faut qu'on arrive à reprendre le contrôle, à retrouver la maîtrise. Et donc ça, c'est tout le travail, si je puis dire, de sensibilisation, de pédagogie, de protection de nos enfants et de nos adolescents. Et c'est ce qu'on fait aussi sur les réseaux. Et ce que je veux continuer de faire. Et à côté de ça, il y a des jeunes aujourd'hui qui ne respectent plus les règles. Et leurs familles sont parfois moins présentes, où elles ne font pas attention. Et donc, ils arrivent en effet à l'école avec des armes blanches ou des choses qui sont dangereuses pour les profs. Et on l'a encore vu, et j'ai une pensée évidemment pour notre enseignante à Sanary. Et justement, je voulais... Et donc là-dessus, on ne lâche rien, on renforce les mesures de sécurité à l'entrée des établissements, on renforce les contrôles pour que les enfants et les ados, évidemment, n'aient aucun objet dangereux. Et on hypersensibilise, si je puis dire, les familles. Parce que derrière ça, derrière chaque enfant, chaque adolescent qui fait ça, il y a une famille qui doit aussi reprendre ce travail qui est l'éducation de base. Ça me permet de rebondir sur cet événement d'actualité que vous évoquez à l'instant à Sanary-sur-Mer, où il y a 2 jours maintenant, un collégien de 14 ans a poignardé à plusieurs reprises une professeure qui est entre la vie et la mort encore au moment où on se parle. On ne vous a pas encore entendu là-dessus. C'est quoi votre action ? D'abord, l'inquiétude pour cette enseignante, notre soutien entier à elle, à sa famille et à tous les collègues. Parce qu'évidemment, et aux élèves aussi qui ont vécu cette scène. Et donc, je ne me prononcerai pas sur les conditions parce que tout ça fait l'objet évidemment d'une enquête, mais c'est d'abord ça, l'émotion, le soutien et l'exigence qu'il y a derrière. C'est que tout ça nous oblige. On ne peut pas accepter que ça se passe à l'école. Et ça se passe et ça s'est trop passé ces dernières années. Alors on pourrait penser aux attentats, Samuel Paty, Dominique Bernard, il y a eu aussi Agnès Lassalle, la survivante que vous évoquez à Nogent-sur-Marne, Mélanie, qui avait été tuée, l'attaque dans un lycée à Nantes. On voyait beaucoup d'inquiétudes dans les commentaires, et ces deux-là, et on illustre des centaines finalement. Est-ce qu'on peut garantir qu'un jour ça n'arrivera plus ? Je pense qu'il faut d'abord distinguer ce qui s'est passé. Il y a eu des enseignants qui ont été visés parce qu'ils étaient enseignants par du terrorisme, en particulier du terrorisme islamiste. Bon. C'est ce qui s'est passé dans les cas d'attentats que vous avez rappelés. Moi, j'ai une pensée pour, évidemment, Samuel Paty, Dominique Bernard, leur famille. Et ils ont été attaqués parce qu'enseignants. Et parce qu'ils transmettaient un savoir. Ou qui venaient, pour ce qui est de Samuel Paty, de faire un cours justement sur la laïcité. Et après, il y a cette violence, si je puis dire, ordinaire qui s'installe. Et je dis ça parce que ce n'est pas la même nature, qui vient des élèves. Et qui là est... Donc sur le premier phénomène que je viens de décrire, évidemment là on se bat. On a renforcé la lutte contre le terrorisme islamiste, elle est sans répit, il y a un travail colossal qui est fait chaque jour pour l'éradiquer sur notre sol, que ce soit le terrorisme chez nous, le terrorisme projeté, surtout quand il vise nos profs. Sur cette violence du quotidien, que ce soit celle des jeunes qui sont en cours, qui sont, si je puis dire, là autour de l'établissement, là il ne faut rien céder. Et donc, c'est renforcer les mesures de sécurité dans les établissements scolaires, en particulier dès qu'il y a une sensibilité, renforcer la lutte contre les narcos, renforcer la lutte contre toutes les personnes qui menacent les équilibres, renforcer aussi la sensibilisation des parents, comme je le disais, procéder à des vérifications de ce qu'il y a dans le cartable des élèves et reprendre ce travail, qui est à la fois un travail d'éducation, il revient aux familles de le faire, puis un travail de rigueur, de contrôle à l'entrée des établissements. Mais on ne cédera rien, les profs ne doivent pas avoir peur quand ils vont enseigner. Et les enseignants, ils ont un rapport d'autorité, ils transmettent un savoir. Mais ils sont aussi là pour donner des notes, parfois pour donner des sanctions, pour avoir cette relation d'autorité qui va avec leur rôle de transmission. Elle ne doit pas être, en quelque façon que ce soit, entravée, contestée, menacée par quelque forme de violence. Et ça commence dès la violence langagière, après physique, et évidemment, celle qui peut mettre en danger leur vie. Justement, pour
pour rebondir là-dessus, pour rentrer justement sur le chapitre important aujourd'hui en lien avec les réseaux sociaux, la sécurité à l'école, on a une réaction qui a été filmée par nos confrères de Var Matin que je vois là. Qu'est-ce qu'on attend pour interdire les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'on attend? Les enfants à 7 ans, 8 ans, au CE2, allez interroger les institutrices. Ils jouent à Fortnite. Qu'est-ce qu'on attend pour interdire ces jeux? Qu'est-ce qu'ils font les parents? Ça, c'est de leur faute. Je suis désolée. C'est incroyable qu'on en soit encore là aujourd'hui. Tous les mois, il y a des profs assassinés. Je suis enseignante, il n'y a même pas de barrière à l'entrée pour détecter le métal. Rien. On est comme des cons face à des jeunes qui dérivent totalement. Voilà, c'est cette réaction de cet enseignant. Donc c'était juste après ce drame qui s'est déroulé à Sanary-sur-Mer. Ça pose la question justement aussi des jeux vidéo. Alors on a vu dans les commentaires que c'était contrasté, des gens vont la soutenir, d'autres un peu moins. Mais vous, c'est quoi votre positionnement sur les jeux vidéo, la violence dans la société et la jeunesse? Je l'ai dit tout à l'heure, il est clair que la violence qui s'installe dans la société chez les plus jeunes, elle est aussi liée au fait que les enfants, les adolescents, sont beaucoup plus exposés à de la violence dans des vidéos qu'ils vont voir sur les réseaux sociaux ou dans les jeux vidéo qu'ils vont faire. Elle est en colère. Je ne sais pas si c'est une enseignante ou une... Elle s'est présentée comme enseignante à la Donc sortie. c'est enseignante, mais je comprends sa colère. Et donc, la première chose, et je le dis parce que ça c'est une responsabilité des parents, c'est clair que quand on a des enfants en bas âge, dans des jeux vidéo, on passe sa journée à tuer, même que ce soit des méchants ou autres, on ne conditionne pas son enfant de la meilleure des manières que ce soit. Et je le dis parce qu'on ne peut pas être dans une société où l'État ou l'école fait tout. L'école, elle est là pour l'instruction. Mais l'éducation à proprement parler, ce sont les familles. Et donc là, il y a un rôle des parents. Parce qu'il y a des enfants trop jeunes, trop fragiles, ils ne peuvent pas être trop vite en interaction avec ces jeux vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas dans la mesure qu'on est en train de prendre. Dans ce qui est voté par le Parlement, les jeux vidéo ne sont pas dedans. Sauf les jeux vidéo type Roblox, qui sont très interactifs, qui sont en fait considérés comme des plateformes d'échange. Par contre, il y a un vrai sujet sur les jeux vidéo. Je pense qu'il faut sensibiliser les parents et les jeunes en disant « passer des heures devant des jeux vidéo où on passe son temps en série à s'habituer à de la violence », ça vous conditionne, ça ne vous fait pas de bien. Ça, c'est vrai. Et donc, pour ça, moi, j'ai souhaité lancer un travail, ça, c'est ce qu'on va poursuivre, qu'on va confier à des experts. Donc, il y a deux choses qu'on va lancer, qui ne sont pas les messageries, qui ne sont pas les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Il y a deux choses qu'on va lancer. L'un, sur les jeux vidéo, on va confier à des experts et au Conseil national du numérique et de l'IA aussi, un travail pour justement voir, essayer de mesurer scientifiquement l'effet que ça a. Et qu'est-ce que vous en attendez sur les enfants et les ados? Décision? J'attends justement qu'il y ait un consensus scientifique. Moi, je fais toujours pareil. Mon avis personnel, c'est que je comprends la colère de cette dame. Et je dis, le bon sens fait que les parents, la famille, devraient dire à des jeunes, quand on passe des heures devant un jeu vidéo où on descend tout le monde, dont Fortnite, cool, c'est pas ça la vie. Parce que ça déréalise, si je puis dire, le rapport à la violence et ça vous conditionne. Donc moi, je suis pour que les familles jouent leur rôle. Maintenant, avant de prendre une mesure nationale, je veux que la science m'éclaire. Donc là, on va lancer ce travail, mais qui va être sur 2 mois. Une mesure nationale, ça pourrait être quoi? Vous en attendez quoi? Une interdiction des jeux? Elle va nous dire d'abord s'il y a un consensus pour dire c'est mauvais en tout, lesquels sont mauvais, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut qu'on puisse après guider les parents et dire est-ce qu'il faut une interdiction ou pas. Donc ça, je ne peux pas vous le dire avant qu'elle ait rendu ses travaux. Mais donc ça peut mais rendez-vous en mai-juin. Et il y aura le débat il doit être citoyen aussi. Et donc, le deuxième chose, pour être complet, c'est qu'il y a un autre sujet qu'on ne couvre pas, qui sont les agents IA. Alors je vais peut-être finir justement sur les jeux vidéo, pardon. Pour finir sur les jeux vidéo, parce que on a le fait de se dire le curseur va jusqu'à où? C'est-à-dire, est-ce que le curseur peut aller jusqu'à une interdiction? On parlera après de l'interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans. Est-ce que d'abord, il y a jeux vidéo, il y a jeux vidéo. C'est de se dire, parce que vous évoquez justement le rôle de l'État, le rôle des familles, est-ce que l'État peut aller jusqu'à dire demain, bah voilà, Fortnite, c'est interdit? C'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, si scientifiquement, si on voit que l'impact sur les jeunes, et que c'est établi, et sur les enfants et sur les ados est très mauvais, on est légitime à se poser la question. Et c'est une bonne question. Mais le bon sens, ce qu'on constate, doit déjà nous dire c'est mauvais pour vos enfants de leur laisser passer des heures et des heures devant des jeux vidéo violents et qui conditionnent à la violence. Parce que je suis toujours mal à l'aise quand on met tout dans le même sac. Il y a des jeux vidéo, d'abord, il y a des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, mais qui ne passent pas leur jour et leur nuit. Il y a des jeux vidéo qui ne sont pas violents, où on peut interagir, où on joue en réseau, où on va justement développer des compétences. Donc il y a des jeux vidéo qui, parfois même, ont un aspect éducatif, qui sont bons. Il est clair qu'on a des jeux vidéo
violent, qui conditionne à la violence, qui crée une excitation, une dépendance, où on a des jeunes et des ados qui vont passer des heures et des heures, qui parfois ne vont pas dormir, donc on a des troubles du sommeil et autres. Ça, je dis aux familles déjà, votre rôle, c'est de faire attention à vos enfants et vos ados. Ne les laissez pas passer autant de temps. Et maintenant, on va se poser la question, on va objectiver la question avec des gens indépendants, des scientifiques qui vont nous dire quelle est la réalité des choses, quel impact ça a sur les enfants, et peut-être qu'il faudra interdire. Il ne faut rien exclure. Parce que ce qui m'importe, c'est quoi? C'est protéger nos enfants et nos ados. Et moi, je ne peux pas me satisfaire d'une société dans laquelle il y a une violence qui se libère. Et donc c'est tous les jeux qui sont liés à la violence, on parle de Fortnite. Je ne suis pas en train de dire que la décision est prise, on lance le travaux maintenant. Mais ça peut... Mais en tout cas, je pense qu'il faut tous qu'on se dise, réveille. Et je le dis surtout parce qu'on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Il ne faut pas faire un amalgame. Les jeux vidéo, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est comme pour tout. Les jeux vidéo, si vous le faites pas trop longtemps par jour, si vous le faites en particulier pas trop tard, que ça ne vous empêche pas de dormir, et si c'est plutôt des jeux vidéo pas violents... Et si on joue à FIFA, par exemple, c'est pas un problème. Je ne fais pas de pub pour tel ou tel jeu, mais c'est clair que ça ne va pas développer votre volonté de revanche. Ça va peut-être faire aimer un club excessivement ou un autre, mais ça ne va pas vous conduire à banaliser le fait de tuer. Quand vous passez 5-6 heures par jour à tuer des gens, à être dans cette logique-là de prédation, bah c'est clair qu'à un moment donné, ça conditionne des jeunes. Et donc quand ils se retrouvent dehors, quand ils se retrouvent en classe, quand ils ont un moment la rage contre quelque chose, une situation, bah ça va les désinhiber complètement et parfois leur faire conduire le pire, leur faire commettre le pire. Pardon. Vous évoquez l'intelligence artificielle. Alors, quand on voit l'intelligence artificielle, c'est aussi ce qu'on peut voir sur les réseaux. Cette vidéo-là, elle fait des millions de vues. Alors, des fois... c'est valorisant. On n'a plus que 200 balles pour finir le mois. Donc ça parle de pouvoir d'achat, mais ça parle aussi intelligence artificielle. Et il y en a certaines qui sont de plus en plus réalistes. C'est-à-dire que parfois, on peut même voir certains de vos discours où on se dit, est-ce que c'est de l'IA ou est-ce que c'est réel? Et c'est quelque chose qui se passe de plus en plus. Nous-mêmes, en tant que journalistes, on est confrontés à ça au quotidien avec des gens qui savent plus voir clairement la vérité. C'est quoi un peu votre positionnement par rapport à l'IA aujourd'hui? L'IA, c'est un continent, donc on peut en parler très longuement sur à la fois l'innovation, ce que c'est en train de transformer dans notre société, dans le rapport à l'apprentissage, dans le rapport à la productivité et aux innovations. Ce qui est vrai, c'est que c'est en train de transformer notre rapport au réel. Parce que ça crée un doute permanent, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fait avec l'IA? Il y a une solution pour ça. C'est obliger dans nos règles à ce qu'il y ait un marquage IA. Et ça, on a la base, on a des textes européens qui nous permettent de le faire. Moi, c'est une demande forte que j'ai à l'égard de la Commission et je ne vais pas la lâcher. Et on va pousser ça au niveau européen, c'est de se dire, les contenus circulent, etc. Mais un contenu comme ça, il faut qu'il y ait écrit en bas, fait avec l'IA. Si ce n'est pas ça, celui qui le diffuse prend une responsabilité. Quand on parle d'intelligence artificielle, on a vu des dérives récemment, l'application de X, Grok, où on a vu par exemple même des jeunes filles qui pouvaient être dénudées, où par exemple quelqu'un prend une photo, va demander de la mettre en bikini, et l'IA va le faire en l'espace de quelques instants. Alors il y a des textes là-dessus, mais on se rend compte qu'aujourd'hui même des plateformes très puissantes laissent faire ça avec pignon sur rue quasiment. En effet, on a aujourd'hui des plateformes, il y a en fait plein de domaines où l'IA, comme ça, c'est un mouvement d'innovation massif, mais il n'y a pas de régulation, et l'Europe est le seul continent où on régule un peu. Il y a des dérives qu'on voit partout. Ce que vous dites avec certaines plateformes qui utilisent leur propre IA et qui font le pire, donc là on les interdit. La clé derrière ça, c'est qu'on crée une responsabilité des plateformes qui font ces pratiques pour pouvoir les sanctionner tout de suite et que ça leur coûte cher si elles font ça. On voit aussi maintenant des réseaux sociaux d'IA qui discutent entre elles et qui font craindre le pire. On voit des menaces cyber qui sont liées à l'IA. Bon, donc il y a des tas de choses et on va devoir, si je puis dire, contrôler ça. Moi, je crois dans l'innovation, je crois dans l'intelligence artificielle, en ce qu'elle va nous permettre de mieux vivre, mais si c'est au service de l'humain. Si ce n'est pas sous contrôle, c'est mauvais. Et donc, pour l'IA, il y a deux petites choses au moins que je voulais dire très concrètement. Sur les contenus que vous avez sur les réseaux ou ailleurs, moi, je veux imposer le marquage IA, c'est-à-dire qu'on sache que c'est fait avec l'IA. La deuxième chose qui, pour beaucoup de jeunes et d'enfants, est aussi dangereuse, en tout cas on le voit créer des dérives, est un problème, c'est que ces IA, en particulier les agents IA, qu'on retrouve sur ces chats, ils miment en quelque sorte le comportement humain. Je dis ça parce que l'IA, il ne faut jamais oublier ce que c'est l'IA. L'IA, c'est un super ordinateur qui a avalé plein de livres, plein de codes, plein d'informations et qui restitue en fait un code qui ressemble à votre langage. Mais l'IA ne ressent pas ce que vous ressentez, l'IA ne comprend pas la même chose que vous. Mais ils ont tellement épousé
par un apprentissage, parce qu'ils ont lu des dizaines de millions, même plus de livres, ils miment quelque chose qui ressemble à un comportement humain. Et donc votre IA mime quelque chose qui est de l'empathie. Et donc vous avez, et d'ailleurs quand vous allez sur les applications qu'on connaît, je ne vais pas faire de publicité, mais que vous alliez sur le chat, parce qu'on est pour Mistral, mais sur votre chat GPT, que vous alliez sur votre WhatsApp, vous avez un agent IA et un chatbox, vous voyez très rapidement qu'il se met à vous tutoyer, qui vous parle comme à un ami, qui semble vous comprendre, qui vous amène dans un espace qui vous met en confort. Et on a beaucoup de jeunes qui parlent à leur IA, que ce soit sur ChatGPT, que ce soit sur Meta, enfin WhatsApp, comme à un copain, qui lui confie des secrets qu'il ne confie pas à un autre être humain. Ça vous renferme d'abord vers l'isolement, mais ça peut conduire à des dérives qu'on a déjà vues dans des cas particuliers extrêmement graves. Et donc ça, aujourd'hui, ce n'est pas du tout régulé, ce n'est pas un réseau social. Et donc sur ce sujet des chatbox, des agents IA, là on lance un travail très spécifique qu'on va confier à deux spécialistes, deux médecins, psychiatres pour l'un et addictologue et psychiatre pour l'autre. C'est les professeurs Gaillard et le professeur Benyamina qui vont faire ce travail. Et donc ils vont regarder exactement comment fonctionnent ces agents IA. Et ils vont regarder si ces agents IA, en quelque sorte, font naître des troubles, des dépendances, de la souffrance en termes de santé mentale chez les jeunes et les ados. Et l'idée, c'est comme pour les jeux vidéo, derrière, vous prenez une décision c'est de prendre... Mais en tout cas, à chaque fois, qu'est-ce que je veux qu'on fasse? C'est qu'on base notre et donc, ça peut aller jusqu'à décision... l'interdiction en fonction de votre retour de ces personnes médicales. Exactement. Okay. En tout cas, ce qu'on veut faire sur les jeux vidéo d'un côté et sur les agents d'intelligence artificielle de l'autre, c'est se dire, dans les 2-3 mois qui viennent, on va demander à des experts totalement indépendants d'avoir un éclairage scientifique. Et s'ils nous disent « c'est mauvais pour les enfants et les ados, c'est dangereux, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas », à ce moment-là, on proposera des règles. Alors on va passer au sujet suivant. Je vous laisse découvrir la question. Salut Brut, c'est William. J'ai quelques questions pour le président de la République concernant le projet de loi de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Ma première question c'est, concrètement, quelles technologies sont utilisées pour vérifier l'âge des utilisateurs ? Question très concrète. Aujourd'hui, interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Comment on va faire pour se connecter au réseau? Alors, de manière très simple. C'est notre compétence, nous, France, de définir ce qu'on appelle un âge de majorité numérique. La proposition de loi qui a été portée par Madame Miller, et qui vient après beaucoup de travaux des députés Studer, Marc Angeli, ça fait des années qu'on travaille là-dessus, sur le contrôle parental, le renforcement, ça vient de très loin. Ça fait des années qu'il y a un travail qui est porté par le gouvernement français, les parlementaires. Là, la proposition de loi faite par Madame Miller, qui a été amendée suite à tous nos travaux à la demande de la ministre Madame Le Henaf. Donc, interdiction réseaux sociaux moins de 15 ans. La majorité numérique, c'est 15 ans. Et donc en dessous de 15 ans, tous les réseaux sociaux sont interdits. Et donc ça veut dire que concrètement, à partir du 1er septembre, si cette loi passe, ce qui devrait être le cas, on voit le consensus à l'Assemblée, qu'est-ce qui se passe pour se connecter? Et donc, ensuite, il faut vérifier l'âge pour que ce soit appliqué. Ça, c'est la compétence de la Commission européenne. Ça relève de la directive sur les services numériques. La direction, elle est en train de mettre en place, elle l'aura fait pour cet été, les processus de vérification. Ce qui fait que quiconque va rentrer sur les réseaux sociaux, on va vérifier son âge. De quelle façon? Comme on l'a fait pour les sites pornographiques. Donc il y a plusieurs façons, parce que c'est exactement la même chose qu'on a fait pour les sites porno quand on a interdit au moins de 18 ans. Donc il y aura le même système que pour les sites porno, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se connectera, on devra montrer son visage. C'est simple. Donc vous allez vérifier votre âge, soit par des systèmes, justement, ou avec votre trait de visage, avec le mouvement de la main. Vous avez des systèmes d'IA aujourd'hui. Mais donc, je prends très concrètement, Monsieur le Président, je prends mon téléphone, vous allez prendre votre téléphone, je veux juste aller dessus. À chaque fois que je me connecte, je dois montrer mon visage. Alors, soit vous faites votre visage, soit vous avez votre identifiant. Il y aura plusieurs techniques. Soit, par exemple, il y a aujourd'hui des entreprises qui font des mécanismes avec la main de reconnaissance de l'âge. Donc aujourd'hui, il y a des techniques établies, donc la technique certifiées par la Commission. Sur les sites pornographiques, le serait sur les réseaux sociaux de façon générale pour... Celle-ci, et il y a même de nouvelles techniques qui existent depuis qu'on a fait ça. Donc ça veut dire que toute personne, on vérifiera. Ça peut aller super vite, parce qu'en fait, c'est après routinisé, vous pouvez faire enregistrer les choses. Alors, juste... Pour le président de la République. Je vais en prendre la suivante, parce que justement, ça allait poser une question sur l'anonymat. Alors, ok, donc il y aura des systèmes qui seront établis, soit un numéro,
soit on regarde votre visage, soit le mouvement de la main. Donc il y aura plusieurs techniques qui seront établies, qui vaudront partout en Europe. Et ça pose la question de la conservation des données aussi. Alors, il y a zéro conservation. C'est-à-dire, quand je mets mon visage, derrière, c'est supprimé C'est immédiatement supprimé. Il y a zéro stockage, zéro conservation, zéro data, zéro identification personnelle. C'est la technique du double anonymat, c'est-à-dire qu'en fait, votre vérificateur, il ne sait pas qui vous êtes. Il apporte à la plateforme la garantie, il a plus que 15 ans ou moins que 15 ans. Donc, il n'y a aucun stockage de données, ce qui fait que votre identité, vos risques ne sont pas mis en cause. Et d'ailleurs, les régulateurs qui sont en charge des libertés individuelles, de la protection de vos données, seront consultés sur toutes ces techniques. Et il y a une question qui est revenue assez souvent, c'est celle des VPN, parce que certains disent qu'ils vont contourner ça, ils seront toujours autorisés? Oui, ils seront autorisés, on ne va pas interdire les VPN, mais il faut avoir du bon sens dans cette affaire. On part d'une situation, aujourd'hui, qui est un peu le Far West. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas donné de règles. Les parents sont paumés, les jeunes, ils ne pensent pas que c'est mal. Et donc, on utilise, en fait, la génération des jeunes d'aujourd'hui, ils sont nés avec les réseaux sociaux. Et on leur a laissé dans la main les téléphones, les réseaux sociaux, à tous les âges. Aujourd'hui, il y a un sondage qui a été fait auprès des parents par la CNIL. Ils disent que l'âge moyen, 2021 ce sondage, l'âge moyen d'ouverture d'un compte, je crois que c'est Facebook, je ne veux pas dire de bêtises, ou YouTube, c'est 8 ans et demi. 8 ans et demi l'âge moyen. C'est un sondage, mais ça dit quand même ce que les parents mesurent. Donc aujourd'hui, on les a laissés complètement faire. Notre recul, après 10 ans, c'est que c'est mauvais pour les enfants et les ados. Et ça, on ne l'a pas été. Moi, j'ai fait ce travail dès que j'ai été élu. On a mis en place un travail avec les plateformes, ce qu'on a appelé Tech for Good. J'ai essayé de les engager, de dire faites plus de modération pour les jeunes. On a mis en place avec le Forum de Paris sur la paix un laboratoire pour protéger les jeunes. Ils ont très peu coopéré ou mal. Ensuite, j'ai lancé cette commission écran qui a rendu ses travaux en 2024 et qui nous a dit il y a un consensus scientifique, c'est dangereux. Mais à l'inverse, vous avez aussi certains Français... Attends, je dis juste tout le trajet qu'on a fait pour expliquer sur les VPN. On arrive à cette situation qui dit c'est pas bon en dessous de 15 ans. Et c'est un consensus mondial. Il y a des universitaires, des scientifiques, tout le monde le dit. Là, on dit à 15 ans, on va interdire. On va vérifier pour tout le monde, mais on interdit. On ne va pas derrière mettre un policier derrière chaque famille et chaque écran. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et justement, c'est cette question que je voulais là. Pourquoi tu veux surveiller les Français? Pourquoi tu veux surveiller les Français sur Internet comme la Chine? Pas du tout, on ne va rien surveiller. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur ça qui se disent aujourd'hui, l'anonymat sur les réseaux... D'abord, l'anonymat sur les réseaux, on n'y touche pas. 2, les données pour vérifier l'âge, elles ne sont pas conservées, personne ne les a. Et même la plateforme à qui on vérifie, ce n'est pas qui vous êtes. C'est ce qu'on appelle le double anonymat. Il y a juste quelqu'un, une solution technique qui garantit et qui est certifiée par la Commission européenne que vous avez plus de 15 ans ou pas. 3, on ne vérifie pas les contenus. On va juste dire tu peux créer un compte et tu peux accéder à ton compte parce que tu as plus de 15 ans. Mais il y a zéro, je veux dire, dans cette approche-là, on ne vérifie pas du tout les contenus. Et après, oui, il y a des VPN. Oui, il y a des jeunes qui iront sur des VPN. Oui, il y a des jeunes qui auront un grand frère et ils lui diront tiens, viens par là, tac, et je rentre sur le compte. C'est tout à fait vrai. Néanmoins, on sort d'une situation où aujourd'hui, il n'y avait pas de règles. Et donc, je comparerais un petit peu à ce qu'on a fait sur l'alcool. Avant, l'alcool, ce n'était pas interdit pour les mineurs. Il y avait peut-être familles, il y avait peut-être jeunes qui buvaient, peut-être familles qui... Là, l'alcool, c'est interdit pour les mineurs. Est-ce qu'il n'y a aucun mineur qui boit? Non. Parfois, on trouve un copain qui est majeur, qui va acheter des bières. Parfois, il y a des familles qui disent « Tiens, je te fais goûter ça ». Bon, donc oui, il y aura des gens qui contourneront. Mais il y en aura beaucoup moins. 2, on dit une chose très claire à tous nos enfants, tous nos ados. Les réseaux sociaux, quand vous avez moins de 15 ans, c'est pas fait pour vous. C'est mauvais. Et ça, c'est vachement important. C'est pas une opportunité, on ne contrôle pas. C'est une question de santé mentale, affective, cognitive. On leur dit, c'est mauvais pour vous. Parce que ça crée des traumatismes, ça crée de la souffrance. Vous n'êtes pas prêts pour ça. Et puis on envoie un message aux familles qui aujourd'hui sont un peu perdues. On a plein de parents qui ne savent pas interdire à leurs enfants parce qu'ils interdisent au début. Justement, parce que quand je vois certains commentaires, je vais juste vous les résumer. Comme il nous reste Pourquoi interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans alors qu'ils font déjà partie de notre quotidien? Ne serait-il pas plus efficace de nous accompagner, de nous éduquer à un usage plus responsable? Alors, et ça rebondit à ce deuxième commentaire-là aussi d'une mère de famille qui dit « Je suis maman de fille, c'est pas à vous d'interdire les réseaux sociaux à nos enfants. Nous sommes tous dessus, ça fait partie du quotidien. Les parents sont responsables de leurs enfants, c'est pas à l'État de s'en occuper. » Ça, Étoile, c'est la question du contrôle parental.
c'est vrai, on s'est posé la question. Et en vrai, je faisais référence à ce que des parlementaires comme messieurs Studer ou Marc Angeli ont fait ces dernières années. On a fait du contrôle parental. On l'a fait en disant les téléphones, les parents peuvent activer, il y a un contrôle parental, etc. Est-ce que ça marche? Non. Et pourquoi en fait on a décidé d'interdire? Parce que c'est pas juste le contrôle parental. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont élevés par souvent leur maman toute seule. Elle a 2-3 ados. Bah pardon, mais elle est moins présente auprès de ses ados qu'une famille bien établie, qui a du confort, qui est plutôt CSP+, qui a le temps de s'occuper de ses enfants, qui va vérifier. Il y a des enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance. Il y a des familles qui sont un peu explosées, où les parents sont moins présents. Bah, c'est dans toutes ces familles qui sont déjà un peu accidentées par la vie, où vous n'avez déjà pas la structure où les 2 parents sont là, qui a du temps pour les enfants, vous allez les laisser se démerder. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, les enfants, c'est ceux qu'on retrouve avec des heures et des heures d'écran. Il faut se représenter qu'aujourd'hui, on n'a plus le contrôle aujourd'hui d'ores et déjà. Au moment où je vous parle, le temps moyen pour un ado, c'est 4h20 par jour. C'est de la folie. Et vous n'êtes pas derrière les contenus. Et sinon, l'autre solution, c'était de dire on va contrôler les contenus. Mais alors ça, pour le coup, c'est de la folie. Ça, c'est orwellien. C'est-à-dire on ne va pas regarder pour chacun tous les contenus. On ne peut pas le faire. Et les plateformes, elles ne le font pas. Les plateformes de réseau ne le font pas. Elles ne contrôlent pas l'âge et elles ne contrôlent pas les contenus qu'elles envoient à vos enfants. Et donc, quand vous laissez vos enfants aller sur les réseaux, vous n'avez aucune garantie qu'ils ne vont pas être face à des scènes de violence terribles, à des contenus qui ne sont pas pour eux, à des contenus qui ne vont pas créer chez les jeunes filles des troubles du comportement alimentaire ou des complexes terribles. Quand vous évoquez ces contenus, Monsieur le Président, vous avez souvent évoqué la question des algorithmes. En disant les algorithmes ne sont pas transparents. Alors ça, c'est un peu autre chose. Parce que ça, je dirais, c'est pour la régulation du numérique en soi. Mais ce qui m'importe de vous dire, c'est le contrôle parental, ça n'a pas marché. C'est pas suffisant. Et c'est pas juste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est donner la possibilité à des familles où les parents sont très présents de mieux réussir et de dire aux autres, bah, débrouillez-vous. Or, on sait que c'est mauvais. Les scientifiques nous ont dit que c'est mauvais. On a le recul sur une génération. Et on sait que depuis 10 ans, les impacts sur la capacité à apprendre, le temps qu'on passe à la lecture, la capacité à fixer son attention, c'est mauvais. Et donc, on ne va pas déléguer aux parents la responsabilité et la pression parfois qu'ils se prennent de savoir si c'est bien ou pas bien à 12 ans que vous alliez en quelque sorte donner votre cerveau aux plateformes. Donc ça, pour moi, avant 15 ans, c'est un sujet au fond de santé publique et de protection de nos enfants et de nos ados. Après, il y a toute la question de qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Oui, c'est la question justement que je voulais venir sur les algorithmes. On a par exemple ce commentaire, je vous le résume juste la fin, qui nous dit Manon. Les réseaux sociaux ne sont pas le danger, c'est les algorithmes. Je sais que vous l'avez souvent évoqué durant certaines de vos tables rondes, notamment sur D'abord, Manon, il n'y a pas de réseaux sociaux sans les algorithmes. Et donc ce que je dis, c'est les réseaux sociaux, quel que soit l'algorithme, avant 15 ans, c'est mauvais. C'est mauvais pour tout ce que ça induit. Et j'explique pourquoi. Les réseaux sociaux, ils sont faits pour capter 2 choses. Votre attention et votre excitation et vos données. Et donc les réseaux sociaux, ils sont faits pour que vous y passiez le maximum de temps. Pour susciter de l'excitation en vous, de la dépendance. Parce que derrière, ils vont apprendre le maximum de choses pour vous, parce qu'ils font de l'argent en vendant ces informations sur vous pour faire de la pub. Et donc... Et vous, à plusieurs reprises, vous avez évoqué cette transparence. Je dis, quels que soient les algorithmes, oui. On n'a pas envie que nos enfants... on donne leur attention, on donne leurs émotions à ces plateformes. On n'a pas envie que ces plateformes, elles aient toutes ces informations sur nos enfants. Donc les cerveaux, les cœurs, les émotions de nos enfants et de nos ados, ils sont ni à vendre ni à donner à ces plateformes, qu'elles soient américaines, chinoises ou autres. Ça, c'est niette. Au-dessus de 15 ans, parce qu'on va à côté de ça à l'école, former. Parce qu'on se dit, à 15 ans, on sait que les ados sont plus matures. On a une maturité émotionnelle, psychique qui est plus forte. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'au collège, on va sensibiliser nos ados, on va leur apprendre à se servir des réseaux sociaux. Donc à côté de cette interdiction, on va mettre en place, on va équiper nos jeunes, on va les préparer. Et donc ils arriveront à 15 ans en étant plus prêts, en ayant du recul sur ces réseaux sociaux. Et sur la responsabilité des plateformes aussi. Et ensuite, quand ils arrivent dans ces réseaux sociaux, à partir de 15 ans et au-delà comme nous, là, on est dans cet univers de réseau. Et là, on a d'autres problèmes qui se posent. Et c'est là où j'en viens à la question de Manon. Dans les réseaux sociaux, quels sont nos problèmes? On a, oui, le problème des algorithmes. Tous les réseaux sociaux ont un algorithme. L'algorithme, c'est quoi? C'est au fond la formule qui va vous guider et qui va pousser vers vous tel ou tel contenu. L'algorithme, c'est ce qui va relier
une constellation de points qui, au fond, ce que vous avez vous-même commencé à constituer, ce que vous avez été chercher, qui vous êtes, de ce qu'elle a compris. L'algorithme, il regarde, il agrège tout ce qu'il a sur vous et il va déterminer en quelque sorte progressivement ce qu'il connaît de vous et donc ce que vous allez aimer. Et donc l'algorithme, c'est le rédacteur en chef, un peu puisque je suis chez vous, vous avez un rédacteur en chef, c'est quelqu'un qui fait ce choix. C'est le rédacteur en chef du réseau. C'est celui qui va conditionner, dans cette jungle qu'est le réseau, il y a des milliards d'informations, celles qui me viennent. Quand vous ouvrez votre réseau, que ce soit X, que ce soit TikTok ou autre, vous voyez bien, on vous pousse des vidéos. Quand vous scrollez, on vous pousse des vidéos, des contenus. C'est l'algorithme qui les choisit, c'est pas vous. Parce que vous n'avez pas un océan de contenu, puis vous n'allez pas les piocher comme ça, on vous les pousse. Ça, c'est l'algorithme. L'algorithme, il est donc conditionné pour faire quoi? Pour vous plaire, pour maximiser votre excitation, pour que vous restiez le plus longtemps possible, Et, donc pour vous pousser des vous leur choses. demandez quoi aux plateformes? Et bien donc je dis, moi cet algorithme, je veux qu'il soit transparent. Parce qu'il est clair que cet algorithme, il a des biais. Dès qu'on fait des enquêtes, on le voit. Par exemple, il y a des chercheurs qui ont fait... Là, par exemple, si on... Il y a des chercheurs qui ont fait une étude sur TikTok. Ils ont vu que l'algorithme avait un biais. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 fois, dès que vous étiez un jeune, on vous poussait des contenus qui étaient à connotation salafiste. Mais donc là, ça veut dire quoi? Que vous allez aller demander à TikTok de Je leur dis, ton algorithme, sinon... oui, les Européens, parce qu'on a la possibilité, on a une régulation européenne. Nous, Européens, on doit dire, quand vous voulez toucher les 450 millions de citoyens qui sont chez nous, il y a des règles. On veut des réseaux sociaux humains. On veut reprendre le contrôle. Mais s'ils ne donnent Et pas donc l'algorithme, là- vous faites quoi? Attends. Là, on est très loin de tout ça. Là, aujourd'hui, on a quelques règles qui existent sur les questions de publicité, sur des contenus très problématiques qui ne sont pas retirés. Et donc, sur ces sujets-là, on commence. Vous avez vu les premières amendes qui ont été données à X, etc. Moi, je dis, il y a 3 choses au moins qui ne vont pas dans ces réseaux sociaux. Première chose qui ne va pas, les algorithmes ne sont pas transparents. Et donc, je ne sais pas, en quelque sorte, comment vous guidez les contenus vers moi. Et donc, moi, ce que je veux qu'on arrive à imposer, aujourd'hui, on ne l'a pas fait, c'est de dire, quand vous êtes un réseau social qui fonctionne en Europe, l'algorithme doit être transparent pour tout le monde. Je ne veux pas qu'il soit donné à un régulateur ou autre. Je veux que vous et moi, on puisse aller regarder l'algorithme. Parce que comme ça, c'est très citoyen, c'est hyper Mais démocratique. Si ces plateformes ne donnent pas l'algorithme... Attends, qu'est-ce que on va venir au système de responsabilité qui va avec. Deuxième chose qui ne va pas, c'est le fait que je ne sais pas si derrière un compte, il y a une vraie personne ou pas. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire les faux comptes, les bots, les trolls. Et ça fausse tout. Parce que quand je dis, regardez, c'est formidable, ce message est viral, 5 millions de gens l'ont vu, quand on voit que la volumétrie compte, je ne sais pas si c'est loyal, si c'est sincère. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un énorme levier d'ingérence. On sait que les Russes, ils achètent massivement en période électorale des millions de faux comptes, et ils poussent. Et en vrai, si on veut reprendre le contrôle de ces réseaux sociaux, il faut juste leur dire, on préserve l'anonymat. Mais derrière chaque compte, vous devez garantir qu'il y a une vraie personne. Deuxième règle. Et troisième règle, c'est la responsabilité des réseaux sociaux. C'est-à-dire quand il y a un problème et que vous ne respectez pas la loi, et donc si vous ne rendez pas votre algorithme transparent, si vous ne garantissez pas qu'il y a derrière chaque compte, vraiment une personne, et pas un ordinateur, pas un faux compte. Et si vous poussez des contenus qui sont illicites dans mon pays, c'est-à-dire aujourd'hui, une plateforme qui diffuse des contenus racistes, des contenus antisémites, des contenus qui relèvent de la criminalité. Et concrètement, du coup, on fait quoi? Aujourd'hui, la justice peut aller chercher ces comptes, je dois demander de les retirer. C'est en me référant aux conditions générales d'utilisation. C'est fait une fois sur 10, ça dépend de leur coopération. Et la justice, elle va mettre vachement de temps à retirer. Mais il n'y a aucune responsabilité des plateformes. Moi, je veux qu'on puisse aller chercher ces plateformes en disant, vous n'avez pas fait votre boulot. C'est interdit dans mon pays d'avoir des propos racistes. Et s'ils font pas leur boulot, ils font quoi? C'est interdit? Oui, il faut des amendes massives. Et donc ça, avec le DSA, on peut mettre ces amendes. C'est un pourcentage. Mais est-ce que ça peut aller jusqu'à la fermeture d'une plateforme ou son blocage? Après, c'est un processus d'escalade, mais oui. Mais aujourd'hui, il y a une inversion totale des valeurs. Ces plateformes, elles prétendent défendre ce qu'ils appellent le free speech. Mais ce n'est pas le free speech, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du bully, c'est la loi du harceleur. C'est-à-dire qu'elle laisse les gens avoir des discours de haine, avoir des discours racistes, avoir des discours qui intimident les plus faibles. Et elle dit à ceux qui veulent les réguler, vous n'aimez pas le free speech. Mais dans la vraie vie, la liberté d'expression, c'est pas d'insulter les autres ou de leur cracher dessus. C'est ça ce qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux. Donc voilà, moi ce qui m'importe, c'est des vraies personnes derrière chaque compte. La transparence des algorithmes, je veux pas de régulation, je veux qu'ils soient transparents. Et la troisième chose, une responsabilité des plateformes. Quand elles font des choses qui sont interdites dans un pays,
on doit pouvoir aller chercher leurs On responsabilités. est juste faire très vite, Monsieur le Président, parce que je sais que vous êtes attendu dans quelques instants. Vous évoquez la question des ingérences étrangères. Vous parlez de la Russie. Vous avez évoqué à plusieurs reprises les élections municipales, les présidentielles qui arrivaient. Quelles mesures la France va mettre en place aujourd'hui contre, justement, vous évoquez les bots russes, les possibles ingérences d'autres pays dans nos processus D'abord, électoraux? nous, on a déjà mis en place des premières choses depuis 2021, quelque chose qui s'appelle Viginum. Viginum, c'est une agence indépendante qui regarde sur les réseaux, qui voit quand il y a des problèmes de manipulation de l'information. Donc, première chose, on va baisser le seuil de cette agence, qui aujourd'hui regarde au-delà de plusieurs millions de vues, pour qu'elle identifie dès qu'il y a des indices et qu'elle communique en temps réel. Partagé. Et là aussi, moi, je veux la transparence. C'est-à-dire, Viginum, c'est des experts, ils sont indépendants. S'ils voient un problème, ils disent, là, j'ai une suspicion de manipulation, tout de suite, ils doivent le dire. Et en fait, c'est un peu alerte incendie. On est dans un maquis, le bois est sec, tac, et là, on dit, une cigarette a été déposée, ça commence à brûler. On surveille tous. Puis après, il y a un débat. Et la communauté fonctionne comme ça. C'est-à-dire, on a un débat, c'est vrai, c'est faux. Et on va traquer comme ça la fausse information. 2, on a mis en place un référé fausse information en période électorale. Que le juge puisse dire, en période électorale, attention, là il y a de manipulation d'information, on retire. Et puis 3, dans quelques jours, on va lancer une stratégie, on va rendre publique une stratégie nationale de lutte contre les manipulations de l'information. Et ça, c'est très important parce qu'on a vu ce qui se passait en Roumanie, on a vu ce qui se passait en Moldavie, et donc on doit lutter de manière active. Mais on est un peu chacun... Donc là, vous faites quoi? Vous créez une... En fait, on renforce Viginum. On va dire, maintenant, il s'intéresse aux premiers indices et il rend les choses publiques en temps réel. Et deuxième chose, on met en place cette stratégie qu'on rend publique et il y aura un bulletin d'information chaque semaine. Et puis 3, on va mettre en place un système dans la main du juge qui va permettre d'obliger la suspension des contenus si on voit qu'ils sont en train de fausser une élection. Mais on est tous là-dedans, ce que je veux dire, on est tous des citoyens. On est tous des anticorps à la lutte contre la manipulation de l'information. Et c'est pour ça qu'on n'est pas que des consommateurs sur les réseaux, on est des citoyens. Et c'est pour ça aussi que je tiens à ce que je viens de dire derrière. Vous voyez bien que si j'ai des réseaux sociaux où je suis sûr qu'il n'y a pas de faux comptes, où je suis sûr que l'algorithme n'est pas biaisé, en tout cas il est transparent, et j'ai une responsabilité des plateformes, ce sera beaucoup plus difficile pour les puissances étrangères de venir fausser mes élections chez moi. Alors on parle des vidéos poussées par l'algorithme, j'en ai 2 à vous faire réagir. C'est un peu ce qu'on appelle les trends. Alors il y a ce qui s'est passé à Davos avec votre discours qui a même été remixé en boîte de nuit. Alors ça a été en boîte de nuit pendant le week-end dernier. Ça a fait rire certains, d'autres y ont vu de la communication. Comment vous vivez un peu tout ce qui s'est passé, cet emballement derrière cette séquence? De manière très sympa et très détendue. Il se trouve qu'en effet, j'avais des lunettes parce que j'avais un problème à l'œil droit. Je l'ai eu pendant plusieurs jours. Et je pense que c'est à la fois le caractère un peu insolite de ces lunettes, le moment aussi qui est un moment de très forte tension politique avec les États-Unis, et le fait qu'on ait un peu dit stop, et la franchise, et puis la France à l'international, mais c'est très sympa. Et après, ça montre que, au fond, c'est pas vous qui décidez de ces choses-là, elles se font, c'est les gens qui décident. Ça peut être sympathique, ça peut être plus dur, etc., mais c'est pas vous qui décidez de ça, c'est tout. Alors, en tout cas, c'est très sympa. Plutôt sympathique sur celle-ci. C'est très sympa. Là, il y a une autre trend. Vous avez déjà entendu parler de la France à Macron? Oui, bien sûr. Je vous laisse voir cette vidéo. Ça met en avant aussi la précarité étudiante. Mais si j'allume le chauffage, ça va vraiment me coûter une blinde. Je peux pas. La France de Macron, c'est chaud. Je vois que des TikTok passer de personnes qui cherchent du travail, mais qui n'arrivent pas à en trouver. Non, c'est pas vrai. C'est le moment de mettre le plein. En plus, ma voiture, c'est une essence. C'est encore plus cher. Bon, allez hop, il me reste une barre. Je vais rouler avec ça. Tant pis si je tombe en panne. Ah, j'ai faim, moi. Qu'est-ce que je vais me faire à manger? Mais mon frigo, il est vide. J'ai pas refait mes courses du mois. Bon, je vais boire de l'eau, hein. Quelle réaction ça vous suscite Non, d'abord là, ça touche une question on en a plusieurs fois parlé quand je suis venu chez vous, et c'est un sujet sur lequel on a fait aussi beaucoup de choses, qui est celui de la précarité, je pense, étudiante pour cette jeune femme. Et donc ça, c'est tout ce qui a conduit d'ailleurs à faire les repas à 1 euro, à travailler sur l'accompagnement des jeunes, d'améliorer notre système de bourse, de mieux accompagner les jeunes, y compris sur les sujets de santé mentale. On n'est pas au bout du chemin. Mais enfin, la France est un des pays qui a le plus fait sur le sujet.
il y a très peu de pays au monde où l'université est gratuite, la sécurité sociale étudiante gratuite, et on a fait ces accompagnements. Donc ça, c'est pour sensibiliser à la galère d'abord de beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément accompagnés par leurs parents et qui ont permis qu'il y ait un travail qui soit fait, qu'on essaie collectivement d'améliorer les choses. Après, c'est une génération. Ça fait 9 ans que je suis là. C'est long pour les gens. Non, enfin, en tout cas, on a épousé une époque ensemble. Et moi, ça me... Il reste quelques mois. Ah, il reste plus d'1 an. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est chouette, c'est la vie. Et donc, ce que veut dire cette expression, c'est qu'on a quand même traversé de drôles de périodes, quoi. Les gilets jaunes, le Covid, la pandémie, la guerre en Ukraine, les troubles géopolitiques, là, le Groenland, l'inflation, et j'en passe. Donc, ouais, on en a traversé. Mais enfin, à la fin, on a quand même bien tenu, quoi. Vous êtes déjà un petit peu dans le bilan, la rétrospective de tout ce qui s'est passé sur ces 9 ans? Non, alors on est toujours dans le bilan, et on essaie de voir. Et c'est aussi pour ça qu'il faut toujours reprendre les choses et que je considère que jusqu'au dernier quart d'heure, il faut travailler. Parce qu'il y a des choses parfois qu'on n'a pas réussi, parce qu'on les avait ou pas bien comprises, ou pas bien expliquées aux autres, ou imparfaitement faites. Et c'est peut-être maintenant. Et donc, c'est quoi s'il y avait un regret, un truc à corriger d'ici la fin du quinquennat? Je ne suis pas encore au regret, je pourrais vous dire dans 1 an et demi. Non, mais quelque chose on se dit dans ces 9 ans, j'aurais peut-être pu faire. J'aurais adoré aller plus vite sur les rythmes scolaires, par exemple, ouais. Aller plus vite encore, mais après, ce qu'elle dit, cette formule, c'est ça, voilà, moi je suis conscient, pour plein d'ados, ils ont connu comme moi. Et quelque part, ça m'oblige vis-à-vis d'eux, mais c'est aussi un attachement. C'est un attachement, on a quand même vécu des sacrés trucs. En 30 secondes, je me permets cette question parce que je me ferai tuer dans les commentaires si je ne vous la pose pas. Bien sûr. Il y a la question des portables dans les lycées. Oui. Certains disent, mais pourquoi on est quand même un peu plus mature à cet âge-là pour avoir le portable dans le lycée? Bon, alors... Et il y avait un commentaire qui disait, en grand, qui était l'Académie de foi, qui disait, laissez les portables dans le lycée, monsieur Macron. Je vous le transmets juste en 30 secondes. Je sais, me permets. En même temps, je vais vous dire l'expérience qu'on a, et y compris quand on parle aux profs, quand on parle... L'idée, c'est pas d'interdire les portables pour les lycéens, mais c'est de dire, au fond, de la cloche à la cloche, pas de portable. Et c'est simple. Même au-dessus de 18 ans. Non, alors, c'est entre... Non, au-dessus de 18 ans, c'est différent, alors c'est en effet pour ce cadeau, mais dans les lycées, je vais être simple. Alors après, c'est la question que vous me posez quand on est en BTS et qu'on est dans le lycée. Bon. Mais il faut simplifier les trucs, quoi. Au lycée, pas de portable. Pourquoi? En tout cas, vous le mettez dans un casier ou vous le laissez éteindre dans votre sac. On n'apprend pas avec un portable à la main. Ça trouble l'attention. J'arrête pas de le voir depuis tout à l'heure. Vous m'écoutez pas parce que vous regardez votre portable. Vous êtes Non, c'est des timings. Mais j'ai l'impression des timings parce que je sais que vous êtes attendu derrière. Non, je blague. Mais quand on regarde un portable en même temps, et les adultes, moi honnêtement, c'est pareil, il faut se discipliner. C'est pas vrai qu'on ait 15, 16, 17 ans, quand on est avec un portable en cours de maths, de littérature, on n'est pas dedans. C'est un problème d'attention. Donc on n'apprend pas avec un portable. 2, tous les profs le disent. Dans les épreuves sur table, etc., il y a plein de gruges. Maintenant qu'il y a les portables et les trucs d'IA, ça gruge de partout. Ils disent, ils sont comme ça, avec le truc d'IA, on n'arrive pas du tout à contrôler. Donc c'est insupportable pour les profs de corriger, d'avoir des devoirs sur table qui vérifient, avec des jeunes qui ont le portable avec eux et qui peuvent regarder leur truc d'IA en même temps. 3, avoir ce truc où dès la pause, vous ouvrez le portable, il n'y a plus d'interaction. Il y a honnêtement des cours de récré, des couloirs où vous allez dans certains lycées, ils ne se parlent même plus. On dirait des heures de pointe dans le métro, les gens regardent tous, c'est comme ça, on est des zombies. Quand vous êtes ado, la sociabilité, la capacité à parler avec d'autres, à échanger, elle compte, c'est pas être sur le portable. Donc honnêtement, je sais bien tout ce qu'on me dit, ah non mais il y a Pronote, ah non mais la salle de classe elle est sur le truc, ah non mais l'accès à la cantoche il est sur le truc, ok. Et on faisait comment il y a 10 ans, il y a 5 ans? Je crois qu'on faisait sans portable. Et on se débrouillait pas mal. Et je pense que c'est beaucoup mieux. Donc je vous assure, c'est un petit effort parce qu'il faut s'adapter, mais il n'y a pas de doute que pour apprendre, pour vivre ensemble au lycée, pour que les profs soient respectés, on laisse le portable de la cloche à la cloche. Par contre, on arrive avec le portable, on peut sortir, ce qui fait que si on doit appeler ses parents dès qu'on sort, oui, il faut avoir du bon sens. Mais après, il faut arrêter de composer. Parce que si on est lâche sur tous ces trucs-là, les réseaux sociaux, moins de 15 ans, on met la pression sur qui? Les enfants et les ados les plus démunis. Les parents qui se retrouvent tout seuls et à qui on n'a pas filé de règles. Les profs qui se retrouvent dans les situations les plus difficiles. Quand vous êtes prof dans les beaux quartiers, ça va.
Pas de problème, les parents ont passé les messages aux enfants. Quand vous êtes prof dans une situation difficile, si vous avez 10 ados qui disent « moi, le portable, il n'est pas interdit, donc je l'ai là, etc. », bon courage pour faire court. Savoir mettre un interdit clair aussi, c'est permettre aux profs de faire leur métier. On reboucle avec ce qu'on se disait au début, c'est leur permettre d'avoir cette fonction d'autorité. Il y a des interdits à l'école, oui. Il ne doit pas jamais y avoir de violence, jamais d'avoir de violence verbale, mais il doit y avoir aussi une attention complète et donc un temps disponible pour le cours. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions et celles de la communauté brute. On a pu échanger sur un large spectre de sujets en lien avec les réseaux sociaux, les rites scolaires, etc. Voilà, il y avait pas mal. Je regarde tout, hein, on a répondu à tout. À peu près, une certaine que j'ai pris moi-même, justement. Vous voyez, c'était cette question-là que je disais avec des gens qui disaient « Laissez les portables, Monsieur Macron ». Et je pense qu'on a pu répondre à tout ça et on remercie justement toute la communauté qui a apporté, via après votre appel à questions, des milliers de commentaires. Encore une fois, on aurait pu faire 5 ou 6 heures, mais je vous sais attendu. Mais s'il y en a d'autres, je reviendrai. Et après, quand on aura été un peu éclairé sur à la fois les jeux vidéo et puis les agents IA, je reviendrai répondre à vos questions. Et les rites scolaires aussi, on attend les réponses. J'espère que ça va avancer. Avec grand plaisir, on vous réinvitera pour savoir tout ça. Merci encore à vous, Merci Monsieur le Président de la beaucoup. République. Merci à vous.